Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver ici dans cette vidéo, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui je vais vous partager mon expérience. J'avais très envie de vous raconter en vidéo parce que je l'avais déjà fait par écrit, mais de vous raconter en vidéo mon expérience personnelle, mon chemin à moi par rapport à la parentalité consciente, bienveillante, etc. et les obstacles que j'ai rencontrés. Alors, à la naissance de mon fils, qui a maintenant 7 ans, entre parenthèses, au moment où je fais la vidéo, à sa naissance, j'ai été assez vite dans le bain du maternage proximal, etc. En m'informant autour de l'allaitement, je suis assez rapidement tombée là-dedans. Et donc, j'étais à fond là-dedans. Et du coup, c'est tout naturellement qu'ensuite, j'ai continué vers une approche bienveillante, donc la parentalité bienveillante, positive, pour l'accompagner par la suite. C'était la suite logique. Donc j'ai découvert ça, je suis tombée dedans, je me suis beaucoup documentée, donc j'ai lu plein de livres de parentalité positive, etc. Et à ce moment-là, je crois que, en fait, mon impression, c'était que j'étais contente parce que j'avais l'impression que du coup, je savais comment faire et que je pourrais un peu tout gérer puisque j'avais toutes les informations avec tous ces livres-là. Voilà, j'étais plutôt bien confiance, quoi, comme quoi, ok, c'est super, j'ai la documentation, il n'y a plus qu'à appliquer, voilà. Et puis, jusqu'aux 2 ans et demi de mon fils, à peu près, ça allait. Alors, c'était pas toujours facile, évidemment, qu'il y avait des crises, des situations compliquées, etc. Et bien sûr que des fois j'étais fatiguée, que des fois c'était pas facile, mais en tout cas j'avais l'impression de faire de mon mieux et j'étais plutôt contente de la manière dont je parvenais à l'accompagner. Donc petite précision, c'est que j'étais à temps plein avec mon fils, hein. J'étais maman au foyer à ce moment-là, donc j'étais tout le temps avec lui jusqu'à ses 3 ans et demi. Et donc jusqu'à ses 2 ans et demi, voilà, pour moi il n'y avait pas vraiment de soucis avec cette parentalité positive. Et puis, quelques mois après ces 2 ans, et ensuite vers ces 2 ans et demi, j'étais enceinte de ma fille. Et là, il y a eu les premiers moments où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si simple. Il suffisait pas d'avoir plein d'informations dans les livres et des techniques, etc. pour que ce soit facile à appliquer. Et c'est là que j'ai vécu mes premiers débordements, mes premiers dérapages. Les premières fois où j'ai haussé le ton sur lui, où j'ai commencé quelquefois à crier ou avoir des gestes un peu brutaux qui m'échappaient. Par exemple, je me souviens d'une fois, je l'avais attrapé et posé très fort sur le lit parce que voilà, ça m'avait échappé. Et j'étais assez abasourdie de ça parce que c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Et s'en est suivi la prise de conscience de ok, en fait, c'est pas si facile que ça, la parentalité positive. Et entre la théorie et la pratique, il y a quand même un monde. Et c'est pas parce qu'on connaît certaines théories que c'est nécessairement facile à appliquer derrière. Donc voilà, on a vécu cette première période pas évidente là où il y a eu quelques dérapages et les prises de conscience qui m'ont chamboulée, des remises en question, etc. Ensuite, il y a eu un mieux. Je pense que passé le premier trimestre de la grossesse, niveau hormones, tout ça, je devais me sentir mieux. Donc ça allait mieux. Entre-temps, on avait déménagé. Et là, voilà, on s'est vraiment reconnecté. C'était vraiment chouette. Je me souviens que ça allait beaucoup mieux. Et puis ma fille est arrivée, naissance de ma fille, quand mon fils avait tout juste 3 ans. Et là, quelques mois plus tard, là ça s'est vraiment beaucoup compliqué. C'est-à-dire que entre m'occuper de mon petit bébé, forcément comme n'importe quel petit bébé qui avait besoin d'énormément d'attention, en plus j'avais des soucis d'allaitement, j'avais un réflexe d'éjection fort, elle avait du mal à téter sans s'étrangler, etc. Donc du coup, elle pleurait beaucoup dans ces moments-là et c'était pas facile quand mon fils me sollicitait en même temps, etc. Et vraiment, quelques mois après sa naissance, on a vécu des moments très compliqués. Là, ça s'est sérieusement gâté, quoi. C'est-à-dire que je me suis mise à craquer sur lui régulièrement. Quelques fois au début, puis de plus en plus souvent. Donc entre les 3 et 6 mois de ma fille, ça arrivait quelques fois déjà que vraiment je me mette à crier, mais vraiment quoi, même hurler quelquefois. Je me souviens d'une fois par exemple où mon fils avait fait de la pâte à modeler, j'ai donné le bain à ma fille. Il avait voulu venir m'aider à lui donner le bain comme il faisait d'habitude, sauf qu'il avait plein de pâte à modeler sur les doigts. Et moi, en mode louve protectrice de mon bébé, j'avais perdu les pédales et je m'étais mise à hurler alors que en vrai, c'était pas grave quoi avec le recul, mais
Sur l'instant, voilà, j'avais complètement craqué, donc ça m'avait chamboulé parce que c'était vraiment violent, la manière dont je lui avais hurlé dessus. Je me souviens aussi d'une fois comme ça où je changeais ma fille sur la table à langer, mon fils me sollicitait en même temps et il commençait à me tirer alors que moi j'étais occupée à la changer, et donc c'était difficile et je sentais que ça montait, et puis après il avait commencé à me taper, et là du coup moi j'avais surréagi et je l'avais poussé tellement fort qu'il était tombé par terre. Et puis j'avais hurlé, enfin des choses vraiment dures, vraiment traumatisantes, j'ai envie de dire, pour lui clairement, mais aussi pour moi, parce qu'après coup je revenais pas d'avoir été capable d'avoir des gestes comme ça envers lui, de faire preuve de tant de violence. Ça me ressemblait pas. Moi j'étais vraiment partie sur la parentalité bienveillante à fond. J'avais même un blog là-dessus tellement ça me passionnait, hein, ce thème-là de la parentalité bienveillante. J'avais déjà créé mon blog, je partageais autour de ça. Et ça n'avait pas de sens. Comment je pouvais me retrouver moi à lui hurler dessus alors que je prônais le respect de l'enfant, etc. Et avoir des gestes aussi violents, de le pousser à le faire tomber, c'est quand même fort, quoi. Et donc il y a eu quelques moments comme ça pendant l'été, entre les 3 et 6 mois de ma fille, qui m'ont vraiment remué, qui étaient vraiment chauds. Quand mon fils la réveillait par exemple, je ne pouvais pas accepter qu'il la réveille, et ça me faisait vriller régulièrement s'il la réveillait, s'il venait lui la voir pendant qu'elle dormait, etc. Et donc voilà, il y a eu ce moment pas facile où de temps en temps ça partait comme ça. C'était pas encore souvent, mais de plus en plus, voilà, ça montait. Il y avait des étapes qui ont été franchies quelque part dans la violence, en fait, dans les difficultés quotidiennes. Pendant cet été-là, il y a des périodes ça allait bien, et puis de temps en temps il y avait un gros truc comme ça. Et puis ensuite en septembre, mon fils est rentré à l'école. Donc là, je pense qu'il devait aussi avoir tous les chamboulements liés à ça. Il y allait que le matin, la plupart des jours. Et dans cette période-là, après, vers l'automne qui a suivi, là, ça s'est vraiment intensifié. Et là, je suis passée dans des débordements qui étaient beaucoup plus fréquents, où là, c'était de plus en plus souvent les hurlements, les gestes brusques comme pousser par terre. C'est arrivé bien d'autres fois. Là, je racontais un exemple tout à l'heure, ça devait être la première fois. Mais derrière, il y en a eu plein d'autres. Et voilà, et des hurlements et des scènes vraiment horribles à vivre pour tout le monde. C'était infernal, quoi, c'était l'enfer. Donc voilà, je lui criais dessus presque tous les jours. De temps en temps, ça partait carrément dans des hurlements. Les gestes brusques aussi, donc comme je disais, le fait de pousser fort par terre, ça arrivait plein de fois. Le fait de claquer fort les portes, presque de claquer les portes presque sur lui. Enfin voilà, des choses comme ça qui étaient vraiment compliquées. Et donc évidemment, j'étais à des années-lumière de ce à quoi j'aspirais, parce que moi à la base, je voulais juste la bienveillance, le respect de l'enfant, etc. Je ne me reconnaissais pas. Du coup, à chaque fois qu'il se passait quelque chose comme ça, derrière, je m'effondrais de culpabilité. C'était horrible, je me sentais nulle en fait, et incompétente, et pourquoi j'y arrive pas, et impuissante. Et puis je voyais aussi que des scénarios se répétaient toujours de la même manière. C'est-à-dire que les étapes étaient les mêmes en fait, il se passait quelque chose qui faisait que je réagissais toujours de la même manière, et derrière mon fils réagissait de la même manière, et moi encore. Et en fait je me sentais enfermée dans des scénarios répétitifs comme ça, qu'on aurait presque pu prédire, quoi, comme dans un film. Et donc après je me disais plus jamais ça. Et puis en fait, si, ça recommençait quand même, malgré toute ma bonne volonté. Donc je me promettais, bien sûr, quand je m'effondrais de culpabilité, une fois que j'avais pris conscience de ce que j'avais fait, etc., je me disais, mais plus jamais, je pousse mon fils par terre, hein, plus jamais je claque la porte, voilà, bien sûr. Et puis quelques jours plus tard, ou une semaine, ou peu importe, voilà que ça recommençait quand même. Donc là, je me sentais complètement en échec, je n'arrivais pas à être la maman que je voulais être. Et voilà, c'était vraiment chaud, c'était très très compliqué. Donc bien sûr, pendant cette période-là, je m'étais un peu coupée, déconnectée de mes lectures sur la parentalité positive, etc. Parce que voilà, je rappelle qu'au début, j'étais vraiment à fond, la pédagogie Montessori et tout. J'avais mon blog, je partageais autour de ça. J'avais l'impression d'avoir tout compris, quoi. Après, j'ai vécu ça, donc là, pendant cette période, je partageais moins autour de ça. Ou alors si je publiais sur mon blog, je parlais de complètement autre chose. J'allais plus parler de maternage proximal que d'accompagnement respectueux du jeune enfant, par exemple.
Et puis j'avais un peu cette impression, presque une amertume, quand je voyais mes livres de parentalité positive là dans ma bibliothèque, de me dire non mais en fait ça marche pas, enfin, c'est des conneries quoi. Quelque part je me disais c'est pas possible, enfin moi j'y arrivais pas, je me sentais en échec et je commençais presque à ressentir de la colère envers ces livres qui avaient l'air de montrer que c'était facile. Et donc voilà, c'était vraiment une période extrêmement compliquée. En plus c'était compliqué avec mon fils à l'école aussi, pour lui, donc ce qui n'arrangeait rien, puisque forcément s'il n'était pas bien à l'école, ça faisait qu'il déchargeait plus à la maison, et du coup moi, comme j'étais pas solide pour accueillir ses émotions à lui, bah, ça me faisait plus facilement partir, etc. Bref, ça n'allait pas. Et puis à un moment, j'ai eu voilà, plusieurs prises de conscience. Par exemple, je me souviens d'une fois où on avait vu des amis qui avaient une petite fille un peu plus jeune que mon fils, et où je m'étais dit, ouais, il lui parle super bien, c'est respectueux, c'est bienveillant et tout, et ça m'avait renvoyé en pleine face que bah moi, mon fils, je lui parlais pas comme ça, alors que c'est ce que je voulais à la base. Mais en fait non, moi j'avais développé vraiment des automatismes, ou même pour les choses anodines entre guillemets, c'était assez rapidement un ton trop sec, un ton trop ferme. Par exemple, s'il se mettait à faire un peu trop de bruit et que ça me dérangeait, bah j'allais chut, arrête, voilà. Enfin c'était même en dehors des gros craquages comme ça, j'avais pris de mauvaises habitudes pour lui parler, pour m'adresser à lui. Enfin voilà, on était déconnectés au niveau émotionnel, le fossé se creusait de plus en plus. Puis voilà, c'était un cercle vicieux, quoi. Parce que forcément, moi, je me sentais mal. Comme je me sentais mal, et ben, j'avais encore plus de mal à accueillir ses émotions à lui. Et c'était extrêmement compliqué. Donc à un moment donné, j'ai eu des prises de conscience comme ça en voyant d'autres familles qui faisaient mieux que moi. Et je me disais, mais oui, en fait, c'est comme ça que je voulais faire. Et puis, bah voilà, après des épisodes comme ça, de hurlements, où on aurait dit un dragon, je me dis, non, c'est pas possible, je suis pas un dragon, je veux pas être une maman dragon, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc à un moment donné, je me suis dit stop, et j'ai tout reposé, et j'ai osé me replonger un peu dans tout ce qui était information sur le développement de l'enfant, sur les effets délétères des violences éducatives ordinaires, sur tout ça, et plus en profondeur, c'est-à-dire que je m'en suis pas juste tenue aux lectures d'astuces de parentalité positive, parce que certains ouvrages n'abordent que des astuces qui sont censées traiter un comportement, entre guillemets, mais ça seul, ça ne sert à rien si on ne considère pas les problèmes de fond, quoi. Comment se sent la maman, comment se sent l'enfant, ses besoins, les besoins de la maman, etc. Et là, j'ai été fouillée donc plus et mieux sur vraiment le fonctionnement de l'enfant. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas malgré toutes mes lectures de départ aussi, au niveau des neurosciences, au niveau du développement de l'enfant, au niveau voilà, du fonctionnement de son cerveau, de ce qu'il est capable ou non de percevoir à tel âge, à tel stade de sa vie, de ses capacités et incapacités. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'avais tendance à mettre sur le dos du il fait pas attention, ou il ne m'écoute pas, ou alors il me cherche, alors qu'en fait c'était juste des incapacités normales pour son âge, sauf que moi à ce moment-là je ne le comprenais pas, je ne le savais pas. Et donc voilà, d'une part j'ai vraiment approfondi tout ça, et ça m'a permis de poser un regard plus doux sur mon enfant, et déjà de permettre une première reconnexion où je me disais, ah oui, non mais en fait là, s'il réagit comme ça, en fait c'est parce que lui, à l'intérieur, il vit ça, c'est parce que là, en fait, il n'est pas capable de ça. Et petit à petit, ça m'a permis quand même de me reconnecter à lui et aussi à ses besoins. Et ça nous a fait du bien déjà. Et puis surtout, j'ai aussi travaillé sur moi, c'est-à-dire qu'après, je me suis aussi documentée, informée au niveau plus des neurosciences, mais aussi pour les adultes, et du développement personnel et tout ça. Et j'ai entrepris un travail plus profond sur moi, et ça, je ne l'avais jamais fait, d'aller fouiller vraiment mes failles, mes points faibles, qu'est-ce qui me fait vriller. Je me suis remise en question aussi beaucoup. Et là, j'ai réussi à voir le bout du tunnel. Parce que ça m'a fait un bien fou de libérer plein d'émotions qui étaient enfouies à l'intérieur de moi, de me reconnecter à moi, de faire attention davantage à mes besoins aussi, parce que j'étais beaucoup dans le sacrifice, et de faire attention aussi à mes émotions et d'accueillir mes propres émotions, parce que ça je ne le faisais pas du tout. Mais comment je pouvais penser être capable d'accueillir les émotions de mon enfant si je n'accueillais même pas les miennes, si je ne m'occupais pas du tout des miennes? Ça ne peut pas fonctionner.
Et donc j'ai analysé aussi beaucoup mes comportements et j'ai pu mettre en place des stratégies pour réagir autrement à chaud. Donc ce sont des stratégies que j'ai travaillées à froid pour ensuite réagir autrement à chaud. Et en fait pour m'habituer à faire autrement dans ces moments-là, quoi. Donc j'ai comme quelque part reprogrammé mon cerveau pour prendre de meilleures habitudes même quand ça ne va pas. Et puis aussi en parallèle j'avais développé des outils d'urgence, des stratégies aussi pour ne pas dégoupiller sur mon fils quand ça ne va pas. Parce qu'on peut être en colère, tout ça, il ne s'agit pas d'être tout le temps calme, tout sourire, ne pas avoir d'émotions ou refouler toutes les émotions. Mais par contre, c'est pas ok d'exprimer toute sa fureur directement sur son enfant en l'accusant, en lui hurlant dessus, en disant tu as fait ça, machin, voilà. Et donc j'avais développé des stratégies par rapport à ça aussi. Et tout ce travail m'a vraiment permis de voir le bout du tunnel. Et j'ai eu pas mal de déclics aussi, vraiment sur mon enfant, sur moi, et qui ont permis une reconnexion, une vraie reconnexion. Je me souviens qu'il y a eu des fois, je me suis dit « Ah, mais c'est ça en fait !» Et j'ai changé mon regard sur lui. Des choses qui me faisaient vriller avant ne me faisaient plus vriller une fois que j'avais compris ça, parce que je comprenais mieux ses comportements, parce que je comprenais mieux ce qu'il venait chercher chez moi, etc. Donc vraiment, c'était un travail en profondeur qui m'a permis de sortir la tête de l'eau et puis après d'aller vraiment mieux. Et j'ai pu voir les bienfaits sur moi puisque j'allais mieux, et aussi sur mon fils forcément, et sur notre relation. Parce que forcément mon fils était plus apaisé, puisque moi j'étais plus apaisée. Évidemment, il y a un lien, et mes comportements avaient un impact sur ses comportements à lui aussi. Et donc alors qu'avant on était dans un vrai cercle vicieux, c'est-à-dire que plus je m'énervais contre lui, moins j'étais connectée à lui, plus lui, il devait ressentir un mal-être, son réservoir affectif devait être vide, et puis voilà, il n'était pas bien, et plus derrière, il reproduisait des comportements hyper compliqués à gérer pour moi. Et donc plus il faisait ça, plus moi je pétais des câbles, et voilà, on était vraiment dans un cercle vicieux comme ça. Les enfants, face à une attitude autoritaire de l'adulte, il y a un peu de catégories, quoi. Il y a ceux qui vont se soumettre, ne rien dire et obéir, se sidérer et faire ce qu'on attend d'eux, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, parce que du coup ils s'éteignent, et puis à l'intérieur ils sont en stress et ils souffrent tout autant que les autres, et voilà, ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais peut-être qu'on se rend moins compte du coup qu'il y a un souci en tant qu'adulte quand ça se passe comme ça. Et puis il y a les enfants qui vont se rebeller encore plus et qui vont manifester leur stress, leur mal-être par des comportements inappropriés qui vont faire plus de bruit quelque part. Et mon fils, clairement, était dans cette catégorie-là. Donc moi, ça me faisait dégoupiller encore plus fort. Voilà, c'était vraiment un cercle vicieux. Et là, un gros déclic que j'ai eu, c'est que quand j'ai commencé à mieux accueillir ces comportements-là, à moins m'énerver, à ne plus m'énerver à chaque fois, mais à chercher à comprendre le besoin qu'il y avait derrière. Parce que tout comportement cache un besoin. Enfin, les enfants font de leur mieux, ce n'est jamais pour nous embêter. Et quand j'ai vraiment commencé à faire attention à ça, et à être respectueuse envers lui, et à m'intéresser de plus près à ses besoins, à ses émotions, à ce que son comportement cachait, à arrêter de penser que c'était pour me provoquer moi, et bien là, comme par magie, ces comportements si difficiles, ils ont diminué en fréquence. C'est-à-dire qu'on est passé à un moment donné, c'était 4-5 fois par jour, qu'il y avait des comportements complètement déstabilisants pour moi, que je ne comprenais pas. Je me disais, je ne comprends pas, et c'était hyper difficile, comme je sais pas, d'un coup lancer un objet à travers la pièce ou des choses comme ça, où je me disais vraiment, il me cherche, là c'est pas possible, il me cherche. Et on est passé de ça à beaucoup moins souvent, et puis au bout d'un moment je me disais, tiens, la journée s'est passée et il s'est rien passé comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'événements particulièrement marquants, de comportements particulièrement difficiles, etc. Et donc là, j'ai fait le lien aussi entre mon attitude et ses comportements à lui. Et ça, c'était quand même une révélation aussi pour moi. Donc là, on est vraiment entré dans un cercle vertueux. C'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait plus de connexion, plus d'amour, plus de complicité, et du coup, moins de comportements compliqués à gérer. Donc moi, je me sentais aussi mieux, et je m'énervais moins, et on avait une meilleure relation, et voilà. On avait vraiment pu enclencher un cercle vertueux. La tendance s'était complètement inversée. Alors, je vais être complètement honnête avec vous. Je dis pas que tout était facile à ce moment-là. Oui, il y avait encore des comportements de mon fils que je ne comprenais pas, qui étaient hyper difficiles à vivre. Il y avait encore des incertitudes et des tâtonnements et des choses difficiles. Parce que, si vous me suivez, vous savez que mon fils est autiste. Sauf que à ce moment-là, on ne le savait pas encore. On n'avait pas encore le diagnostic.
Et donc du coup, il y avait des comportements que je ne comprenais pas parce qu'ils étaient liés à l'autisme et que je n'étais pas formée à l'autisme et que je ne savais pas qu'il était autiste. Et forcément, ensuite, plus tard, quand on a eu le diagnostic, ça a mis une lumière sur tout ça et ça aussi, ça a énormément aidé. Forcément, ça a changé la donne aussi. Mais par contre, ce que je trouve incroyable, c'est que malgré notre contexte, c'est-à-dire qu'il y avait le neuroatypisme qu'on ne savait pas et donc franchement, il y avait des situations, des fois c'était vraiment compliqué, les comportements étaient compliqués. Et bien malgré ce contexte-là, j'avais réussi à renouer le lien avec mon fils, alors que si j'étais restée dans cette posture, dans cette pensée adultiste, j'aurais pu tellement me dire mais il se fiche de moi, ça va pas du tout, je n'ai pas d'autorité, je devrais être plus sévère, etc. etc. Là, malgré tout ça, j'ai réussi à renouer le lien avant le diagnostic. Le diagnostic est arrivé des mois et des mois après, on était déjà à nouveau soudés. Et même si je ne comprenais pas tout, je ne comprenais pas tous les comportements. Des fois, ça me paraissait insensé, et des fois, j'étais démunie, et des fois, c'était difficile, clairement. Mais le lien, il était là, et j'avais confiance en lui, et j'avais cette pensée de me dire, il doit y avoir une explication. Il fait de son mieux. Là, il ne doit pas être bien. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas tout. Mais j'ai confiance sur le fait qu'il fait de son mieux, et que moi, je vais l'aider à trouver pourquoi ça se passe comme ça et à trouver des solutions. Et je pense que ça m'a même aidé, cet état d'esprit-là, à aller vers le chemin du diagnostic, à me renseigner sur tout ça aussi, sur les atypismes, etc. Parce que j'avais confiance dans le fait qu'il n'était pas en train de me chercher moi, que c'était pas personnel, et qu'il devait y avoir une explication qui m'échappait. Et ça pousse à creuser et à chercher les causes profondes aussi des choses. Et pas de rester en surface. Forcément, si on se dit que c'est la faute de l'enfant, c'est parce qu'il est provocateur, parce qu'il est capricieux, parce qu'il est manipulateur, etc. Bon, bah, on va passer à côté peut-être de certaines explications comme ça, parce qu'on va rester en surface avec un regard adultiste. Et voilà, on va se dire c'est juste qu'il est insolent, capricieux ou je ne sais pas quoi. Donc déjà, il y a ça. Notre relation était à nouveau réparée, malgré qu'il y a encore certaines difficultés et malgré qu'on n'ait pas encore le diagnostic. Et l'autre chose aussi où je me dis que c'est quand même fou et que ça montre à quel point ce travail, il est salutaire, c'est que voilà, il y avait quand même beaucoup de comportements difficiles, impulsifs, etc., qui ont diminué en fréquence. Comme je disais, on était à 4-5 par jour parfois, pendant des jours et des jours et des jours et des semaines. C'était vraiment dur. Et puis, avec ce changement de posture et ce changement de relation, eh bien, à un moment donné, c'était arrivé à 0. Et à la fin de la journée, je me disais, waouh, 0 aujourd'hui, chouette, génial. Et ça me semblait incroyable. Et j'ai pris conscience que, voilà, ces comportements-là de mon fils, ils manifestaient en fait un mal-être à ce moment-là qui était aussi lié à ma posture. Et que ce qui est incroyable, c'est que voilà, ces comportements si difficiles, ils ont baissé en fréquence alors que je n'ai rien fait par rapport à lui, je n'ai pas agi sur lui. Je n'ai pas appliqué des méthodes comportementales ou quoi. J'ai seulement agi sur moi, sur ma posture à moi, j'ai travaillé sur moi et ça a eu un impact direct sur ses comportements à lui. Alors bien sûr, je ne dis pas que s'il subsiste des comportements difficiles à gérer, c'est uniquement parce que le parent doit travailler sur lui. Non, évidemment, je ne dirai jamais ça, bien sûr, et puis je l'ai dit, nous, ça n'a pas tout résolu. Il y avait toujours, évidemment, des difficultés. Et derrière, le diagnostic a permis énormément de choses par rapport à ça. Mais voilà, je voulais souligner quand même ces points-là parce que pour moi, ça montre vraiment à quel point ce travail-là, il est salutaire. Et généralement, on ne le fait pas parce que on ne nous dit pas de le faire, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne quand on devient parent. Qu'on devrait aussi s'occuper de nous, en fait, de nos blessures, de nos émotions, de nos failles, de notre posture, etc. Et donc voilà, je suis tellement heureuse d'avoir fait ce travail parce que je pense qu'honnêtement, sans ça, sans ce changement de paradigme, quelque part, le fait de remettre les choses à plat, de repartir sur une relation horizontale, de sortir de toutes ces pensées issues des conditionnements qui font que je vais penser que mon enfant me cherche ou qu'il y a de la provocation ou quoi, et tout ce qui coupait notre lien, en fait. Le fait de faire tout ça et d'avoir cette reconnexion, en fait, je me dis ça a clairement sauvé notre relation, purement et simplement. Parce que si on était resté dans cette autre dynamique, franchement, on aurait fini par complètement sombrer.
Et c'est ce qu'on avait commencé à faire, hein, d'être coupé émotionnellement. Moi, je me souviens de certaines crises où je n'arrivais plus à éprouver de l'empathie pour mon fils. Alors qu'au départ, j'étais à fond dans l'accompagnement bienveillant, etc. Il faut accueillir les émotions et tout. Et là, il y a des moments, je n'y arrivais même plus. Je le voyais en crise, je voyais qu'il n'était pas bien. Et moi, j'étais presque sidérée, impassible à côté. Et je n'arrivais plus à rentrer dans cette connexion émotionnelle-là à ce moment-là. Et ça peut arriver exceptionnellement, bien sûr, si on a une journée difficile ou quoi, mais quand c'est régulier, enfin, là, il y avait clairement un souci, quoi. Et voilà, vu notre contexte avec le neuroatypisme et le fait que je ne comprenais pas tellement de comportements qui étaient tellement incompréhensibles, et franchement, ça pouvait être chaud parfois, ces comportements-là, que heureusement que j'avais changé ce regard, heureusement que je m'étais dit que en fait quand ça va pas, c'est juste qu'il y a quelque chose qui m'échappe, où il a besoin d'aide, où il est pas bien, ou alors il y a une explication que je dois pas saisir. Mais voilà, j'avais cette humilité aussi de me remettre en question et de remettre en question ce que je pensais savoir et de ne pas mettre ça sur mon fils, enfin sur son dos, en me disant il me cherche, il me provoque, etc. Donc en fait, ce que j'ai compris après tout ça, c'est que vraiment au départ, quand je m'étais engagée dans la parentalité positive, ça ne pouvait pas fonctionner tel que je le faisais. Parce que tel que je le faisais, c'est que je pensais qu'il y avait vraiment une méthode à appliquer pour avoir tel résultat auprès de son enfant. Puis si on appliquait la méthode, alors ça fonctionnait. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que je n'avais pas travaillé sur moi. Je n'avais pas travaillé sur mes automatismes, je n'avais pas travaillé sur mes conditionnements, je n'avais pas libéré mes émotions enfouies, je n'avais pas travaillé sur mes blessures. Je n'avais pas une assez bonne connaissance de moi-même, je n'avais pas une assez bonne connaissance de mon enfant, du fonctionnement de l'enfant. Et là, je ne parle pas du neuroatypisme, hein, juste du fonctionnement de l'enfant tout court. Je pensais connaître des choses, j'étais informée sur la pédagogie Montessori, mais il y avait plein de choses en fait que j'ignorais encore et qui pourtant étaient des informations tellement aidantes à connaître pour le quotidien, pour mieux comprendre les réactions de mon enfant. Et en plus, j'avais tendance à sacrifier mes propres besoins et à ne pas m'occuper de mes propres émotions. Comme je le disais, c'est compliqué d'accompagner celle de son enfant si on ignore les siennes. Et donc suite à tout ça, j'ai compris à quel point tout ce travail-là, il était important et on ne peut pas se dire qu'on va accompagner son enfant avec respect et que ça va rouler tout seul, juste en appliquant des méthodes, en se disant je vais formuler telle chose de telle manière, un peu comme un robot, et puis lui il réagira de telle manière. Non, c'est pas un robot non plus, nous non plus. Et sans ce travail-là, ça ne peut pas fonctionner. Et puis je parle même pas de l'authenticité du coup qui n'est plus là à ce moment-là. Et puis surtout après j'ai vu avec ma fille quand elle a grandi les bénéfices de ce travail-là auprès d'elle. J'ai vu à quel point j'avais pas besoin de lutter pour ne pas crier sur elle, juste je n'avais pas envie de crier sur elle, et même quand parfois elle pouvait avoir des comportements compliqués à gérer comme n'importe quel enfant de 1 an et demi, 2 ans, qui ne veut pas s'habiller, qui ne veut pas faire son bain, qui ne veut pas aller se coucher, voilà, toutes ces petites choses avec les bambins, j'arrivais à accueillir tout ça avec beaucoup plus de zénitude en fait, et j'arrivais mieux à comprendre ce qui motivait ses comportements, je prenais beaucoup moins les choses personnellement, j'arrivais mieux à m'adapter, à concilier mes besoins avec ses besoins, et j'ai vu à quel point c'était plus facile en fait, après avoir fait ce travail-là, d'accompagner son jeune enfant. Et clairement, oui, j'étais plus sereine au quotidien. Et donc du coup, j'ai eu toutes ces prises de conscience. Et là, j'ai vraiment eu l'élan ensuite d'accompagner d'autres mamans sur ce chemin-là, parce que évidemment, j'ai constaté que je n'étais pas la seule à traverser tout ça, que d'autres mamans, plein d'autres mamans rencontraient les mêmes difficultés. Donc j'ai lancé un programme d'accompagnement qui s'appelle Une relation harmonieuse avec mon enfant, dans lequel j'aborde tout ça sous forme de vidéo. Et donc voilà, j'ai lancé une première session avec un groupe de mamans. J'ai créé les vidéos et puis il y avait un groupe Facebook aussi à côté pour les soutenir, où elles pouvaient échanger entre elles et puis moi je pouvais les coacher aussi sur le groupe. Et puis ensuite, on a fait une deuxième session avec un nouveau groupe de mamans. Et cette fois, j'ai amélioré l'expérience en ajoutant des coachings live aussi dans le groupe Facebook en fait. Et là, je suis sur le point de proposer la 3e version du programme avec la 3e cohorte. Où cette fois, j'ai encore prévu d'améliorer l'expérience. Déjà, j'ai prévu d'enrichir le programme avec des vidéos en plus sur des sujets peut-être qui manquaient parce que j'ai vu les retours des mamans qui sont déjà dans le programme. Par exemple, j'ai prévu d'ajouter une vidéo sur les conflits dans la fratrie parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de questions là-dessus, que c'était une problématique récurrente que je n'avais pas traitée à la base.
Donc voilà, j'enrichis comme ça au fur et à mesure en fonction des retours. Et puis surtout, j'ai décidé de transformer les coachings live qui étaient sur Facebook, où c'était simplement des lives Facebook, et il y en avait seulement 3 en 6 mois. Là, j'ai prévu d'en mettre 6 et de les passer sous forme Zoom en fait, de faire un coaching en visio, ce qui est beaucoup plus puissant, je pense, de pouvoir échanger en direct, et les mamans pourront échanger en direct, et je pense que ce sera beaucoup plus puissant, et moi-même quand je suis à un programme de coaching, j'aime ces moments sur Zoom, et je pense que ça va être extraordinaire. Voilà. Ça va vraiment permettre d'embellir l'expérience et de la rendre plus vivante et de renforcer encore les liens entre les participantes, je pense, même si là déjà la session actuelle, il y a des super beaux liens hyper forts qui sont créés, c'est juste magnifique. Donc j'avais très envie de vous en parler aussi parce que dans quelques semaines, je vais à nouveau ouvrir les inscriptions pour former ce 3e groupe. Et si jamais ça vous intéresse de participer, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo, à remplir le formulaire pour être sur la liste d'informations, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir toutes les informations au moment de l'ouverture des portes et même un petit peu avant. Vous aurez toutes les informations sur le programme et puis ça vous permettra aussi de bénéficier d'un bonus d'une grande valeur réservé uniquement aux membres de cette liste au moment des inscriptions. Voilà. J'espère que ce partage vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres expériences, vos propres difficultés. C'est toujours intéressant d'échanger, de voir qu'on n'est pas seul, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.